Pour me présenter, je m'appelle Louane Sanson. Je suis actuellement en stage à l'Institut Veblen qui co-organise la table ronde avec l'Association pour un réveil écologique que Malo vous présentera juste après. Donc cette table ronde s'inscrit dans le cadre d'un cycle. Donc on avait une table ronde par mois depuis l'automne et là c'est la dernière avant la pause estivale. Alors cette table ronde, comme vous avez pu la voir, va traiter des Jeux Olympiques et du sport aussi un peu en général, parce qu'on ne peut pas traiter les Jeux Olympiques sans parler du sport. Donc comme vous le savez, dans la dynamique des accords de Paris 2015, en 2016, les Jeux Olympiques ont posté leur candidature pour les Jeux Olympiques 2024, en ayant une première particularité un peu inédite de vouloir faire des jeux écologiques, sobres, etc. Car comme vous le savez sûrement, et comme on va le redire de toute manière, les grands rassemblements sportifs comme les Jeux Olympiques, les mondiaux de foot, de rugby, etc. Ont un fort impact environnemental, notamment du côté des émissions de CO2, mais aussi au niveau de la biodiversité, avec l'artificialisation des sols pour la construction d'infrastructures, mais également, comme on voit actuellement avec la tour des jurys pour l'épreuve de surf, qui détruisent les coraux, donc pas besoin d'artificialiser les sols au final pour les endommager. Mais on ne peut pas simplement parler des Jeux Olympiques en parlant d'écologie et sans parler des effets sociaux sur les Jeux Olympiques. Comme on le dit, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Donc là, c'est la même chose. Nous, ça nous semblait impossible de parler des Jeux Olympiques sans parler des étudiants qui sont expulsés de leur logement crous, des populations précaires qui sont fortement impactées, etc. Donc on va parler aujourd'hui de différents sujets. On va parler de l'impact environnementaux des stades. On va parler revenir un peu sur la candidature des Jeux Olympiques, parler de la réaction grosso modo des sportifs face à ce genre d'annonce, ce genre d'initiative, mais également de l'aspect social. On parlera aussi des Alpes 2030, parce que bon, les Jeux Olympiques 2024, c'est dans 2 mois, on ne peut plus rien faire, alors que 2030, on a encore le temps d'agir et c'est ce qu'on verra. Et enfin, on essaiera de dresser une petite liste de solutions pour convertir ces grands événements à nos enjeux actuels. Et on finira bien sûr, comme j'ai dit au début, avec vos questions. Et je passe la parole à Malo pour présenter les intervenants. Oui, merci Louane. Du coup, je m'appelle Malo Benoît, je fais partie du collectif Pour un réveil écologique. Comme elle l'a très bien précisé, on co-organise ce cycle de conférences avec l'Institut Veblen autour de divers sujets. Du coup, Pour un réveil écologique, pour recontextualiser un peu, on a un collectif d'étudiants et de jeunes diplômés qui nous sommes rassemblés en 2019 suite à la publication d'un manifeste du même nom qui dit que nous, en tant qu'étudiants et jeunes diplômés, on n'a plus forcément envie d'aller travailler pour des entreprises qui ne respectent pas nos convictions écologiques. Et d'un autre côté, on avait une forte volonté de vouloir transformer l'enseignement supérieur et la recherche, donc travailler au contact des étudiants, au contact des universités, au contact des écoles, pour essayer de transformer un peu tout ça. Du coup, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir 4 intervenants qui sont vraiment géniaux pour parler des sujets des Jeux Olympiques, donc que ce soit Paris 2024 ou les JO d'hiver qui devraient potentiellement être dans les Alpes en 2030. Du coup, pour commencer, on a Louis, du coup, qui fait partie du Shift Project. Louis Hulot, qui est membre du groupe de travail sport et qui a participé à la rédaction du rapport intermédiaire décarbonant les grandes manifestations sportives dans les stades, avec un rapport final qui devrait sortir début juillet. Donc il va être ici pour nous parler un peu de comment est-ce qu'on gère du coup l'impact climatique des grands événements sportifs comme ça. Donc dans votre rapport, vous avez particulièrement traité du coup les enjeux autour des matchs de foot et des matchs de rugby à échelle nationale et européenne. Du coup, il viendra nous faire part un peu des grandes conclusions autour de ça et de son expertise qu'il a pu acquérir. Ensuite, on a Alexandre Morteau, du coup à ma gauche, qui est docteur en sciences politiques, qui a soutenu une thèse nommée le consensus olympique, la construction politique et administrative des grands événements sportifs internationaux d'Albertville 1992 à Paris 2024 à l'université Paris-Dauphine. Du coup, grâce à sa thèse, il a également acquis une expertise précieuse dont il pourra nous faire part, et notamment en vue des Jeux Olympiques 2030 qui se préparent potentiellement dans les Alpes. Ensuite, on a Émilien Chevalier à sa gauche, qui est étudiant ingénieur en énergie, sportif et créateur de la chaîne YouTube Sport Sobre, et qui nous présentera le collectif qui a été récemment créé, les Climato-Sportifs, ainsi que la perception qu'ont eu justement les sportifs autour des annonces des JO 2024 et 2030. Et pour finir, pas des moindres, un sujet qui est important autour des JO et qui est malheureusement trop souvent passé sous silence. On a Pauline Duhaut, qui est directrice adjointe de l'association La Chorba,
association membre du collectif Le Revers de la Médaille, qui viendra justement nous faire part du retour un peu de terrain et de ce qu'ils s'apprêtent à vivre avec les JO de Paris 2024 d'un point de vue beaucoup plus social, et comment est-ce que les populations locales, qu'ils soient aisées ou moins aisées, vivent ces événements, ces méga événements qui se préparent chez nous. Du coup, je vais laisser la parole maintenant à Louis pour qu'il nous présente les travaux du Shift Project auxquels il a contribué. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, c'est un rapport qu'on a publié début mars, dont le but c'était en fait de faire le bilan carbone en quelque sorte des grandes manifestations sportives dans les stades. Donc juste en rapide introduction, le Shift Project, qu'est-ce que c'est? C'est une association, donc un think tank comme ils disent ça, et dont le but c'est en fait d'éclairer vraiment le débat sur la transition énergétique. Donc grossièrement, on dit souvent que c'est un lobby, c'est le lobby de la décarbonation, et donc qui agit vraiment comme un contre-pouvoir entre les industriels et les politiques. Et du coup, le Shift se cale entre ces deux-là pour essayer d'influencer une transition bas carbone. Voilà. Et donc, pour le rapport, donc le Shift fait plein de rapports, mais là on va parler que de celui sur le sport. La timeline, c'est que donc en mars, on a fait un rapport intermédiaire sur le sport professionnel, donc qui concernait que le sport pro rugby et foot. En juillet, on va faire le rapport final, donc qui va inclure des leviers, donc comment est-ce que des propositions pour décarboner sur le sport toujours professionnel, et un rapport intermédiaire sur le sport amateur. Voilà. Et sur courant 2024-2025, on publiera quelque chose sur l'intégralité du sport, mais donc ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale, qui est de décarboner le sport. Voilà. Donc comme je le disais, les chiffres du jour, c'est des chiffres qui sont intermédiaires. Donc sur toute la partie levier, on va être encore en consultation. Donc s'il y a des acteurs du sport professionnel ici, n'hésitez pas à venir nous voir plus tard parce que on est toujours très preneur de retour. Voilà. Et du coup, les chiffres que je vais vous présenter d'un point de vue périmètre, ce qui se passe, c'est que c'est donc tout ce qui va se passer, donc tous les matchs qui sont dans des stades en France, qui sont du foot et du rugby, et qui sont des championnats entre guillemets de clubs, donc ça exclut les équipes nationales. Donc tout ce qui va être la Coupe du Monde, le tournoi destination, donc l'équipe de France et l'équipe d'Espagne, ça c'est pas des choses qu'on a prises en compte. Voilà. Donc je vais vous présenter juste quelques résultats. Si vous voulez en savoir plus, il faut aller lire le rapport parce qu'il y a 40 slides de présentation sinon. Donc j'ai orienté ça sur un peu le lien qu'on pourrait faire avec des grandes manifestations comme les Jeux Olympiques. Donc si on prend le bilan carbone d'un très grand stade pour un match national, donc par exemple un Paris-OL à Lyon, ce qu'on va voir c'est que 65% de l'empreinte carbone c'est le transport des spectateurs. Donc, et ça, c'est dû principalement au mode de transport et à la quantité de spectateurs qui vient de l'extérieur. Tout le reste, on va dire, les autres gros postes, il y en a un qui est l'alimentation lors du match. Et ensuite, c'est du constant, tout ce qui va être le transport des professionnels, le transport des équipes, la retransmission. On est sur des parts qui sont de bilan carbone qui sont un peu plus faibles, mais donc le gros de l'empreinte carbone, c'est le déplacement des spectateurs et l'alimentation et la boisson. Je pense qu'on peut tout de suite voir avec ce bilan carbone, c'est que là, on parle d'un sport, d'une manifestation qui est nationale, ce qui veut dire que c'est des déplacements en voiture et vraiment à la marge en avion, entre Paris et Lyon par exemple, mais on n'est pas sur un match international. Je vais vous montrer les résultats pour des matchs internationaux après, le transport prend une part encore plus importante parce que les distances sont plus importantes. Voilà, et donc ça c'est ce que je vous disais. En fait, si on prend le bilan carbone par spectateur du déplacement d'un spectateur local, donc on est sur 4 kg de CO2 par spectateur, et en fait ce qu'on voit c'est que plus on augmente la distance, plus l'empreinte carbone du spectateur explose. Et en fait, là, on a vraiment un effet exponentiel, dans le sens où le spectateur qui va faire Lille-Roubaix, il va avoir une empreinte carbone très faible versus celui qui fait Afrique du Sud-France. Voilà. Et donc, en fait, les facteurs de multiplication sont vraiment de plus en plus grands. Donc, la grosse question est vraiment là-dessus. Et un autre point qui est quand même intéressant, c'est que la part du déplacement des sportifs est négligeable sur un match, parce qu'en fait il y a énormément de spectateurs, on va avoir 10, 15, 50 000 spectateurs,
Mais si on prend à l'échelle individuelle, juste l'empreinte carbone du déplacement d'un sportif moyen par an, c'est entre 4 et 5 tonnes de CO2, là où l'empreinte carbone cible dans les accords de Paris, c'est 2 tonnes de CO2 par personne, par an. Donc pareil, il y a aussi une question de, c'est pas une part importante de l'empreinte carbone, le déplacement des sportifs, mais c'est à prendre en compte aussi à l'échelle individuelle. Hop là. Donc, les conclusions du rapport, c'est qu'en fait, la taille du stade en tant que tel a pas ou peu d'impact sur l'empreinte carbone totale d'un événement. Ce qui va plus compter, par contre, c'est le type de rencontre. Donc en fait, qu'on ait un stade de 20 000 personnes avec 20 000 personnes dedans, qui soit complet, ou un stade de 50 000 personnes avec 20 000 personnes dedans, l'empreinte carbone n'a pas foncièrement changé. C'est pas un des facteurs qui est très important. Par contre, le type de rencontre, le type de compétition, c'est à l'heure actuelle dans les chiffres qu'on a fait, enfin dans le rapport intermédiaire, on se rend compte qu'un match national versus un match international avec des pays qui sont assez proches, donc par exemple un France-Espagne ou un Allemagne-Espagne, versus un match international avec des pays qui sont très éloignés, donc un Brésil-France de foot par exemple, là la part de transport vraiment explose. Et c'est là où il y a un vrai levier et il y a une vraie question quand on parle de grandes manifestations. C'est finalement, on ne parle pas tant de grandes manifestations en termes de nombre de personnes qui sont présents le jour d'un match, mais plus de la distance qui sépare le spectateur entre guillemets moyen du lieu de la manifestation. Et c'est ça les conclusions entre guillemets du rapport intermédiaire du Shift. Voilà. Hop. Merci à tous et je passe la main donc. Alexandre. Yes. Merci beaucoup Louis. Donc, comme vous vous en doutez, c'est vrai que les Jeux Olympiques s'ancrent beaucoup plus dans la dynamique internationale que nationale. Ce n'est pas les billets vendus aux Français qui auront un gros impact au final. Et on laisse maintenant la parole à Alexandre pour nous parler un peu plus des Jeux Olympiques. Oui, alors ce qu'on avait convenu, c'est que j'allais vous parler plutôt à la base de la candidature et après on évoluera éventuellement en fonction des questions et du sujet vers des choses qui vous paraissent peut-être plus actuelles. Mais simplement pour faire un petit retour historique sur l'histoire de cette candidature qui s'inscrit en fait dans une dynamique beaucoup plus longue, c'est-à-dire que c'est vraiment l'aboutissement de 30 années de tentatives de candidature olympique de Paris. Pour rappel, tentative en 92, tentative en 2008. Les deux fois, Paris se fait un peu coucufier par le CIO qui avait déjà plus ou moins prévu d'attribuer à Barcelone et Pékin les Jeux Olympiques. Et la fameuse candidature de 2012 qui est perdue face à Londres un peu au photo finish et qui va constituer en quelque sorte la matrice de ce que va devenir plus tard Paris 2024 autour de ce traumatisme, cette humiliation d'avoir perdu à nouveau contre la perfide Albion. Donc la candidature de Paris 2024, elle débute officiellement en 2015, en juin 2015, annoncée par la maire de Paris et par les deux coprésidents du comité de candidature que sont Tony Estanguet, qu'on connaît toujours, et Bernard Lapasset, qui est décédé il y a quelques mois. Mais en fait, cette candidature, elle est préparée plus ou moins depuis 2011-2012. C'est-à-dire que vous avez des gens au sein du ministère des Sports qui commencent à dire « bon, ça va bien de se faire ramasser la gueule régulièrement, maintenant on va peut-être essayer de construire un truc un peu plus solide pour y arriver concrètement ». Donc il y a diverses initiatives qui sont prises pendant à peu près 2 ans pour s'assurer qu'on a quelque chose d'à peu près carré. Alors pourquoi est-ce qu'on candidate pour les Jeux Olympiques? Ça peut paraître évident, mais ça l'est peut-être pas tant que ça. La première raison, c'est la même depuis les années 80, c'est tout simplement un enjeu politique, symbolique, d'affirmation de puissance au niveau international. Donc une dimension que certains appellent le soft power, j'aime pas trop le terme, mais dont une affirmation un peu viriliste de dire voilà, la France est au Conseil de sécurité de l'ONU, on est une grande puissance, on est nucléaire, machin, il faut que c'est pas normal qu'on n'organise pas les Jeux, on doit pouvoir le faire. Deuxième raison, c'est des raisons économiques qui sont aussi assez souvent avancées, dont dire améliorer l'image de la France, faire venir des touristes, faire venir des capitaux étrangers, des investisseurs, etc. Troisième raison, c'est aussi penser comme un accélérateur de politique urbaine. Ça c'est très vrai depuis les années 90 notamment, où en gros les Jeux Olympiques ça permet d'avoir des exemptions au droit ordinaire, donc d'aller plus vite sur un certain nombre de projets et de débloquer des fonds, des politiques, etc. Donc à partir de là, vous construisez une coalition, ce que j'appelle une coalition de candidature, donc en fait qui va rassembler les autorités publiques, État, collectivités locales, les partis politiques, la haute administration, les acteurs économiques, puisqu'il vous faut des sponsors, les journalistes, puisqu'il faut des relais médiatiques, et évidemment le monde du sport qui a un rôle à jouer, même s'il a en fait assez peu de pouvoir dans tout ça.
Ce modèle de candidature de Paris 2024, il est finalement assez classique et hérité de deux grandes dynamiques qu'on peut observer depuis les années 80, qui sont à la fois parallèles et interdépendantes. C'est-à-dire d'un côté, la mise en marché du sport à partir des années 80. Avant les années 80, le système olympique, il n'y a quasiment pas d'argent. On a assez peu de revenus. Et à partir des années 80, il y a vraiment des revenus qui vont monter en flèche grâce à la télé et au sponsoring. Et à ce moment-là, le Comité international olympique commence à devenir une institution qui centralise le sport autour de lui et qui devient suffisamment puissant pour susciter une compétition entre les villes pour attirer les Jeux olympiques. Et il y a une deuxième dynamique qui est ce qu'on appelle un peu rapidement le néolibéralisme, on va dire, hein, la grande période Thatcher, Reagan, où l'action publique commence à se transformer, on a de plus en plus une libération des capitaux, une concurrence accrue entre les métropoles, etc., qui vont rechercher ce type d'événements précisément pour actionner des leviers, attirer les investisseurs, etc. Cette dynamique que je vous décris un petit peu rapidement ici, elle a aussi un contre-coup, qui est qu'en fait, plus les jeux grossissent, donc dans les années 90-2000, plus ils suscitent des critiques de la part de la société civile. On constate une augmentation régulière des mobilisations collectives contre les jeux. Donc il y a une espèce de dialectique, si vous voulez, entre la croissance des jeux et leur contestation sociale, qui reprend des arguments qui sont assez connus et qui sont toujours les mêmes à peu près partout. Un, ça coûte trop cher, donc des histoires de dépassement budgétaire. Deux, le coût environnemental, qui là aussi devient de plus en plus un sujet récurrent. Troisièmement, un coût social, et ça on y reviendra aussi, avec des effets de gentrification, de nettoyage social, etc. Le contournement démocratique, puisque grosso modo les populations sont assez peu consultées en ce qui concerne ces projets. Et troisièmement, l'illégitimité grandissante des institutions sportives, qui sont moins connues pour leurs actions sociales que pour les scandales réguliers qui défrayent un petit peu la chronique en termes de corruption, CF Qatar 2022. La particularité de Paris 2024, c'est que, alors que tous les autres concurrents autour de nous, donc que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, ou même en Hongrie, qui est quand même pas un pays champion des politiques sociales et de la démocratie, toutes les candidatures ont été abandonnées, sauf Los Angeles, suite à des mobilisations. Et Paris, sa particularité, c'est qu'il est passé complètement entre les gouttes. C'est-à-dire que la coalition de candidature de Paris 2024 a réussi à faire de ce projet un non-problème social, un non-problème public, qui a été grosso modo suivi par à peu près tout le monde. C'est pour ça que je parle de consensus olympique, en ayant bien en tête que le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est simplement le fait que vous arrivez à obtenir des gens qui sont les plus réticents, qu'ils ne s'opposent pas trop ouvertement au projet. Et donc c'est comme ça que cette candidature est passée, et ça a aussi une résonance un petit peu avec ce qui se passe dans les Alpes 2030, mais ça, ce sera pour la suite. Voilà, petit teasing. Merci beaucoup Alexandre pour ce partage de points de vue. Donc on a eu l'occasion d'avoir un point de vue un peu plus spectateur avec Louis, qui nous partage un peu l'empreinte carbone donc qui est majoritairement due aux spectateurs des stades. Avec Alexandre, on a un point de vue beaucoup plus administratif. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Emilien, qui lui nous donnera un côté un peu plus sportif. Comment est-ce que justement les sportifs se structurent face à ça, et notamment grâce à votre collectif, les climato-sportifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur ces points de vue-là ? Merci. Bonsoir. Merci pour cette présentation, cette introduction. En effet, donc moi c'est Emilien, je suis représentant ce soir des climato-sportifs, un collectif d'athlètes professionnels et non, sensibles à la question environnementale. C'est relativement récent comme association, ça fait moins d'un an qu'on est structuré. Et moi j'ai rejoint l'association il y a seulement 2 mois, mais je suis très impliqué, très intéressé par les enjeux environnementaux depuis longtemps. Du fait de mes études, puisque je suis ingénieur en énergie et diplômé de Sciences Po en transition écologique à la base, et j'ai ouvert une chaîne YouTube, donc sport et environnement, qui s'appelle donc Sport Sobre. C'est comme ça que j'ai été amené à parler d'environnement. La question des JO, elle est centrale depuis déjà un petit moment, et en effet, comme Alexandre l'a expliqué, on a bien compris que en fait, les institutions sportives sont plus ou moins mises de côté depuis un moment, et en fait la part et la voix des sportifs est très souvent un peu oubliée en effet. Donc bon, c'est Tony Estanguet qui est aujourd'hui représentant des JO, donc c'est un peu une manière de faire croire finalement que les personnalités sportives sont au cœur du mouvement, mais dans les faits, il y a peu
peu de sportifs qui aujourd'hui vivent de leur sport, et donc un certain nombre d'entre eux sont en fait obligés et contraints par des contrats de sponsoring, et ne pas participer à des Jeux Olympiques serait plus qu'un affront. Donc aujourd'hui, le monde du sport, que ce soit professionnel, puisque là on parle des athlètes qui vont peut-être participer ou qui participeront aux Jeux Olympiques, et plus qu'oublié, mais dans le monde amateur, les questions des Jeux Olympiques, et même de l'environnement en général, est parfois plus que mis de côté. Comme l'expliquait Louis tout à l'heure, une grosse partie du bilan carbone des activités sportives est due au transport, c'est à peu près 80% selon l'ADEME, donc l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Et aujourd'hui, très souvent on met la responsabilité individuelle en fait sur le dos des sportifs. Malheureusement, en fait, il faut aussi se détacher un peu de cette vision un peu moralisante sur les sportifs, parce que c'est un ensemble socio-économique qui fait que les sportifs en fait sont dépendants des compétitions internationales, dont ils choisissent évidemment pas les calendriers, et donc voilà, au final les sportifs sont un peu le bout de la chaîne alimentaire des compétitions internationales et des JO en particulier. Donc, alors je suis évidemment pas là pour défendre la part des sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la question de quelle est la responsabilité, elle est très souvent partagée. Il y a des rapports, notamment du groupe de Carbone 4, qui estime que dans le plus gros, même avec une tenue exemplaire, on serait capable de réduire seulement de 25% notre impact carbone, et une grosse partie, entre 50 et 70% de la réduction de notre impact, de 10 tonnes aujourd'hui pour les Français moyens, jusqu'à 2 tonnes qui sont les objectifs des accords de Paris, elle serait due aux institutions, aux entreprises, aux collectivités. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu ces ordres de grandeur en tête. Aujourd'hui, les sportifs et les sportives sont malheureusement, disons, dépendants d'un système dont ils n'ont pas forcément les rênes. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Emilien. On commence à compléter de plus en plus tous les aspects. Il nous en manque toujours un. Donc, comme on l'avait dit en introduction, il y a toujours l'aspect social qui est important et dont on va parler avec Pauline. Donc Pauline, vous faites partie d'une association d'aide alimentaire pour les personnes précaires. Et comment est-ce que vous voyez l'impact des JO sur ces personnes? Et les JO sont dans 2 mois, mais est-ce qu'il y a déjà des impacts aujourd'hui que vous voyez? Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, je travaille au sein d'une association qui s'appelle La Chorba, qui est une association d'aide alimentaire dans Paris, qui œuvre sur plusieurs types de dispositifs alimentaires, des repas chauds, des colis alimentaires, des maraudes, et qui co-gère notamment le site de Porte de la Villette, donc qui est un gros site, le plus gros site de distribution en place assise de France, avec les Restaurants du Cœur et avec une autre association qui s'appelle L'un et l'autre. Sur ce site, on distribue en moyenne 700 repas par service, donc midi et soir. Mais voilà, avec l'histoire parisienne et les contextes qui est changeant dans le périmètre parisien, on peut monter jusqu'à 1200, 1400 repas par service. Donc tout ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée du nombre de personnes vraiment à la marge, du coup, qui sont aidées par les assos d'aide alimentaire et par les assos en général. Et donc La Chorba, on fait partie du collectif Le Revers de la Médaille, qui est un collectif qui a été créé en fin octobre 2023, suite notamment à l'expulsion du plus gros squat d'Île-de-France, qui était situé donc le squat Unibéton, qui accueillait, où plus de 500 personnes étaient logées, vivaient en fait depuis plusieurs années. Et la deuxième événement qui a conduit à la création de ce collectif, c'est un arrêté préfectoral qui a été publié dans la nuit du 9 au 10 octobre, qui interdisait les distributions alimentaires dans un certain périmètre des 10e et 19e arrondissements. Et donc cet arrêté préfectoral a un peu déclenché les foudres parmi les assos et ONG, puisque c'était des centaines de personnes qui n'avaient plus accès à l'aide alimentaire dans tout ce périmètre qui est quand même globalement très instable, avec beaucoup de précarité visible et non visible.
Et donc 70 assos et ONG ont décidé de se constituer en ce collectif. Aujourd'hui, on est une centaine d'assos et ONG et on vise, du coup, l'objectif de ce collectif vise donc à 2 choses principalement. La première chose, c'est interpeller les pouvoirs publics et toutes les commissions, comités d'organisation des Jeux Olympiques. Du coup aussi interpeller le grand public qui n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe sur le terrain. Voilà, du nettoyage social qui est en cours. Le nettoyage social, je vous donnerai la définition tout à l'heure, mais du coup ça touche principalement des personnes très vulnérables, visibles ou non à l'œil nu dans la rue. Et du coup qu'on va avoir tendance à invisibiliser à l'approche des Jeux Olympiques et donc à rendre encore plus vulnérables. Le deuxième objectif de ce collectif, qui est militant mais pas que, parce que c'est bien beau d'être militant mais il faut apporter des solutions, c'est de construire un plaidoyer de solutions et de les proposer, d'être force de proposition au pouvoir public et au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Donc pour ça, on a, depuis la création du collectif, donc depuis octobre, on a pris des dizaines et des dizaines de rendez-vous avec les préfectures d'Île-de-France, la mairie de Paris, la préfecture de police, le COJO, le ministère de l'Intérieur. Des rendez-vous qui jusqu'alors n'ont pas donné grand-chose, puisque ce n'était pas la priorité de beaucoup de gens dans ces institutions. Mais voilà, l'idée c'était de présenter des mesures phares qui sont faciles à mettre en place, très court terme, et qui demandaient un budget vraiment ridicule par rapport au budget d'organisation des JO dans sa globalité. Donc du coup, toutes les organisations qui font partie de ce collectif sont très diverses. On s'est constitué en 5 pôles, un peu 5 thématiques. On a une première thématique sur l'occupation de l'espace public, puisque vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, mais du coup, il y a une forme d'invisibilisation des personnes en situation de rue près des zones de festivité, près des zones de sportives. Et donc, notamment Paris-Centre, le Bois de Vincennes et tout le 19e sont en train de se faire... les personnes se font expulser, se font disperser plus loin. Et c'est ce qu'on appelle du coup le nettoyage social. Le nettoyage social, c'est toutes les formes de harcèlement, d'invisibilisation et de violence verbale ou physique qui sont faites aux personnes qui vivent dans l'espace public ou alors qui dépendent de l'espace public pour vivre ou travailler. Et donc ce sont des personnes en situation de rue pour diverses raisons. Certains qu'on appelle les grands marginaux, du coup des personnes qui sont nées en France mais qui, avec un cause d'un accident de vie, sont à la rue depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Ce sont des personnes en situation de migration, en situation d'exil, et donc qui arrivent en France et ne sont pas hébergées, donc en fait se retrouvent dans des campements. C'est des travailleuses du sexe qui sont pour beaucoup présentes dans le Bois de Vincennes ou dans le Bois de Boulogne. C'est aussi des personnes roms. C'est aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce nettoyage social. Ce nettoyage social, il a été visible dans toutes les éditions des Jeux Olympiques, donc Paris ne fait pas exception. La seule différence par rapport aux autres villes hautes, c'était que Paris était promis comme des jeux les plus inclusifs possibles et un modèle pour le reste. On voit aujourd'hui que ce n'est absolument pas le cas et que rien n'a été fait, ou quasiment rien, pour que ce soit le cas. Donc voilà, donc l'occupation publique de l'espace public, c'est vraiment cette forme d'invisibilisation, de dispersion et d'éloignement de la capitale de toutes les personnes qu'on ne veut pas voir, qu'il ne faut pas montrer aux touristes. Le deuxième axe, c'est l'accès aux droits. Puisque ces personnes, si elles sont éloignées de leur lieu de vie, parce que c'est quand même des lieux de vie, même si on vit dans une tente dans la rue, c'est quand même un lieu de vie, où on a ces habitudes d'aller à une permanence du barreau de Paris pour aller consulter un juriste ou un avocat. Donc éloigner ces personnes de la région parisienne, ça leur brise tous les accès aux droits qui leur sont permis en région parisienne. Et donc ça les éloigne de connaître leurs droits principaux et de les éloigner du droit commun. C'est aussi les éloigner de l'accès à l'alimentation et à l'accès à l'eau potable. Donc ça, c'est... Voilà, la Jorba, nous, on est chef de file sur cette thématique et c'est celle que je connais le mieux. Mais du coup, forcément, à Paris, il y a énormément de dispositifs d'aide alimentaire qui sont spécialisés dans différents types de publics. Et donc ces personnes, en les repoussant en dehors très loin de ces zones où elles peuvent s'alimenter, récupérer de l'eau potable, etc., ça les fragilise encore. Et déjà qu'on a beaucoup de personnes qui viennent sur les distributions alimentaires qui ne se nourrissent qu'une seule fois par jour, là c'est encore plus problématique. Surtout en période de canicule, l'accès à l'eau c'est vraiment très important. La quatrième thématique du coup c'est l'accès à l'hébergement. On sait qu'à Paris et en Ile-de-France, on est déjà dans un territoire très 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 saturé.
Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, l'hébergement d'urgence à Paris est géré par le 115 SIAO. Aujourd'hui, parmi les personnes en situation de rue, il n'y a plus qu'une personne sur 4 qui appelle le 115, tellement c'est saturé et tellement ils n'ont plus jamais de réponse positive en tout cas. Donc voilà, c'est déjà une situation très critique sur laquelle vient se rajouter les JO. Aucune place, la préfecture a ouvert 200 places d'hébergement pour les JO et ils sont réservés exclusivement aux grands marginaux, donc aux personnes en situation d'exclusion et de grand isolement. Donc ça ne concerne absolument pas les personnes en situation d'exil qui sont quand même majoritaires à Paris dans cette situation et surtout dans les quartiers qui sont touchés par les JO. Et la dernière thématique, c'est l'accès aux soins. Et ça concerne les personnes vulnérables, mais ça nous concerne aussi nous tous, puisque par exemple une femme enceinte qui va accoucher pendant les JO, moi je serais stressée. Mais voilà, toutes ces personnes en général en situation de rue donc, développent des pathologies diverses et variées, qu'elles soient psychologiques ou des maladies chroniques ou des pathologies graves. Et donc les éloigner de Paris, les éloigner de l'Île-de-France et de ne pas leur proposer de solutions sur place, c'est aussi les rendre encore plus fragiles dans leur pathologie et potentiellement amener à en développer d'autres. Donc voilà, sur toutes ces thématiques-là, nous, on a proposé des solutions parce qu'on est tous des assos ONG qualifiés, spécialistes dans les domaines. On a fait 30-40 rendez-vous, je pense, avec toutes les institutions sans aucune réponse valable, si ce n'est qu'on n'avait pas de temps ni de budget. Donc aujourd'hui, nous, le collectif, on continue bien sûr à faire des actions, à informer les publics dont on est bénéficiaire pour s'organiser au mieux. Mais du coup, la chose la plus efficace qu'on a trouvé là à faire récemment, c'est de publier un rapport qui recense tout ce qui s'est passé depuis un an sur le nettoyage social. Et donc ce rapport, il sera présenté la semaine prochaine, jeudi prochain, à la Cité Fertile en partenariat avec Mediapart. Et voilà, il recense tous les travaux, tout ce qui a été observé sur le terrain depuis un an et tout ce que les assos dénoncent malgré ces jeux-là. Et je précise que le collectif n'est absolument pas contre les jeux, puisque l'idée c'était, les jeux, c'est un événement festif qui rassemble du monde et dont les valeurs fondamentales sont belles, mais le collectif dit, dans ce cas-là, gardons les jeux, mais faisons-les vraiment les plus inclusifs, comme c'était dit au démarrage, et on est capable d'être force de proposition pour les transformer et pour les faire devenir inclusifs, vraiment même pour les plus vulnérables. Et donc c'est pour ça qu'a été créé le collectif. Voilà. Merci beaucoup Pauline pour ce témoignage qui est très enrichissant et on suivra du coup avec attention la sortie de ce rapport la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos partages de points de vue sur cette première thématique. On a vu que malgré toutes les promesses de la candidature de Paris 2024 qui avait été faite, malheureusement tout ne va pas pour autant et il y a beaucoup de choses qui restent à faire et qui restent à améliorer. Et c'est dans ce contexte que j'aimerais vous poser une question. On sait que les Alpes se sont portées candidates pour les Jeux Olympiques en 2030. La CIO devrait rendre son verdict dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est le seul candidat, donc malheureusement il n'y a pas trop de surprises. Mais j'aimerais vous entendre un peu sur justement cette candidature des Alpes 2030. Comment est-ce que justement, quelles pistes vous donneriez et comment est-ce que vous voyez ces Jeux? Comment est-ce qu'on peut réussir à les faire mieux que Paris 2024 qui pourtant était sur le papier rempli de promesses sur tous les points dont on a parlé, donc que ce soit sur le plan social, pas mal de choses avaient été promises, sur le plan des mobilités aussi, donc Louis en avait parlé, mais pas mal de choses avaient été dites pour Paris 2024 qui au final, on s'est rendu compte que ça allait être plus compliqué que ça. Du coup, voilà, j'aimerais vous entendre, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole en premier sur ce point de vue-là, ou sinon peut-être Alexandre, peut-être sur ce point de vue-là, d'un point de vue un peu plus organisationnel, pour remettre un peu dans le contexte des Alpes 2030. Donc d'où est-ce qu'on vient et comment est-ce que vous voyez, vous, la chose sur ces questions-là? Alors, je fais juste un rapide retour historique pour quand même comprendre d'où vient cette espèce d'ovni, cet arbre caché par la forêt 2024 en fait. En 2018, donc face à tous ces abandons de candidature dont je vous ai parlé, le CIO a réformé son processus de candidature. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un calendrier prédéfini, très très clair. Vous candidatez pendant 2 ans et on attribue les Jeux 7 ans avant la cérémonie d'ouverture. Face à tous les différents problèmes, ils se sont dit, bon, déjà on va alléger un peu le cahier des charges, modérément. Et ensuite, on va transformer ce processus en ne faisant plus de calendrier officiel. Et donc, en fait, en ne faisant plus un processus de campagne tel qu'on le connaissait auparavant,
avec un dossier de candidature très épais, des événements festifs, on fait la promotion du truc, etc. Donc en fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à reconfiner la décision politique, c'est-à-dire que tout se joue en coulisses maintenant. On dialogue directement entre les villes et le CIO, et il y a beaucoup moins, voire quasiment plus du tout, d'interaction publique. Et donc, cette candidature des Alpes 2030, elle est plus ou moins une espèce de fantasme depuis fin 2021, début 2022, d'une part du côté de Laurent Wauquiez et de l'autre du côté de Renaud Muselier, qui chacun dans leur coin aimerait potentiellement organiser des jeux d'hiver. Sans trop savoir, je pense, comment faire. Et il s'avère que les villes qui étaient candidates jusqu'à présent pour 2030 se cassent la gueule les unes après les autres pour différentes raisons. Et donc, effectivement, l'année dernière, en 2023, il y a, pour ainsi dire, plus de candidats pour les Jeux d'hiver 2030. Ce qui est très problématique pour le CIO, pour des tas de raisons, mais notamment des raisons financières. Sortent du bois 3 nouveaux candidats, les Suédois, qui proposent un projet, ils avaient déjà candidaté en 2026, les Suisses, qui candidatent à peu près tout le temps, mais se font toujours ramasser par un référendum, et puis les Alpes 2030, où finalement nos amis Tic et Tac ont réussi à se mettre d'accord pour faire une candidature commune des régions Rhône-Alpes et PACA en vue de faire des Jeux d'hiver. Et là en fait ça allait très vite, c'est-à-dire que les rumeurs circulaient un petit peu depuis on va dire, le premier semestre 2023, et en juin-juillet, la candidature est officialisée et obtient tout de suite l'aval du président de la République, et donc de facto. La liberté d'expression qu'on assassine. Et donc, de facto, cette candidature existe, en fait. Mais on n'a aucune information. Et ça va rester jusqu'à finalement à peu près le mois de novembre, où, dès novembre 2023, on sait grosso modo que la France aura les Jeux 2030. Enfin, je dirais, il reste juste quelques détails à régler, mais c'est bouclé, quoi. Parce que, comme vous l'avez dit, grosso modo, tous les autres sont écartés de la course. Quel est le problème? Et pour en revenir à la question initiale, le problème, c'est qu'on a, pour l'instant, pas de budget, de documents budgétaires qui sont présentés. On n'a aucun plan environnemental, sinon pour dire vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors que l'enneigement ces dernières années dans les Alpes, bon, enfin, voilà, je ne suis pas savoyard, mais il me semble quand même qu'il y a des petits soucis. On a juste une carte des sites olympiques et c'est tout. On n'a absolument aucune idée de comment tout ça va être boutiqué. Les seules infos budgétaires, c'est on nous a dit non mais vous inquiétez pas, ce sera les jeux les moins chers de l'histoire des JO d'hiver, ça va coûter moins de 2 milliards d'euros. Bon. Et puis bon, il y aura aussi 1 ou 2 milliards d'investissements à côté pour différentes constructions. Donc on passe de moins de 2 à un supplémentaire, voire 2, sous quelle modalité de financement, on ne sait pas. Et un engagement tout de suite du président de la République, donc de l'État, hein, il faut bien comprendre que le CIO demande des garanties aux autorités publiques. Pour Paris 2024, c'est un chèque à hauteur de 3 milliards d'euros. Donc combien ce sera pour les Jeux d'hiver 2030, on ne sait pas. Donc j'ai pas vraiment de solution parce qu'en fait on ne sait pas sur quoi repose cette candidature. Ce qui est assez problématique évidemment d'un point de vue démocratique, puisqu'il n'est évidemment pas prévu de consulter qui que ce soit, même sous un mode non contraignant. Je veux dire, il n'y aura pas de référendum, ça c'est sûr, mais il n'y a même pas tellement d'explications publiques dans quoi consiste le dossier. Donc en fait c'est grosso modo le flou à peu près complet. Voilà. Désolé pour ce message d'espoir. Bah, c'est le flou, je pense, sur tous les partis. Je me permets de rebondir. C'est le flou sur tous les partis parce que c'est aussi vrai pour toutes celles et ceux qui sont concernés par les JO. Aujourd'hui, ne savent pas vraiment s'ils vont déjà pouvoir continuer à skier. Bon, ça, c'est une parenthèse parce qu'aujourd'hui, rien qu'en France, hein, c'est déjà à peu près 30% des stations de montagne qui ferment. C'est 3 stations qui ferment chaque année. Et on est sur des scénarios à plus 2 degrés au mieux, mais dans un monde à plus 4 degrés, toutes les stations ferment dans les Pyrénées et 90% des stations des Alpes sont fermées. Donc bon, là pour 2030, on devrait avoir 2-3 canons à neige qui vont pouvoir fonctionner, mais de toute façon, les perspectives climatiques sont complètement contradictoires avec la volonté de vouloir faire ce genre d'événement. Avec des événements si gros, et je pense qu'on aura le temps d'en rediscuter derrière sur quelle est la pertinence de la taille de l'événement.
et si gros d'un point de vue du nombre de personnes qui se déplacent et d'un point de vue également financier, parce que aujourd'hui c'est encore et toujours le même problème. Les investissements sont gigantesques, mais le sport, lui, derrière, amateur, en récolte pas forcément les fruits. Et c'est beaucoup plus les fédérations et des, disons, économies parallèles, les économies du tourisme, qui profitent plus que réellement les sportifs et les sportives, malheureusement. Merci. Ouais, je pense qu'il y a quand même un point sur ces jeux à signaler, c'est qu'on est content que ce soit dans une station avec des potentielles vraies neiges. Donc c'est quand même un plus par rapport à d'autres jeux d'hiver, donc ça c'est cool. Et je trouve aussi que c'est aussi, je pense, une bonne opportunité pour pour mettre en avant le fait qu'il va falloir réinventer les Jeux Olympiques de manière générale. Donc pour les Jeux d'hiver, je trouve c'est assez parlant parce qu'on se dit bon, la neige à un moment il va plus y en avoir. Ça va être compliqué de faire des Jeux Olympiques d'hiver sans neige, mais je trouve que ça permet aussi de poser les bases de réflexion de qu'est-ce qu'on veut que soient les Jeux Olympiques pour le futur et qu'est-ce qu'ils représentent pour la société et dans quelle dynamique en fait on veut les inscrire. Donc je trouve que ça c'est quand même assez. Je trouve que c'est une belle opportunité aussi pour le pays d'être un peu à l'avant-garde de ces réflexions. Donc ça c'est aussi assez chouette. Et ensuite je rejoins Emilien sur la question de la taille de l'événement. Donc alors le Shift n'a pas du tout travaillé encore sur les Jeux Olympiques en tant que tel, donc là je m'exprime juste personnellement et pas au nom d'une association, mais je trouve que la question de la taille de l'événement, du nombre de spectateurs qui vient et du pourquoi est-ce qu'on fait ces Jeux, quel est en fait le but sociétal de ces Jeux Olympiques, quel est le but de déplacer des sportifs des quatre coins de la planète pour qu'on les voit skier sur une piste, c'est des questions qu'il va falloir qu'on aborde parce que les Jeux Olympiques professionnels sont nés avec le pétrole et ont été possibles via l'exploitation des énergies fossiles. Et est-ce que ils vont mourir ou pas avec le pétrole? Pour l'instant, on n'en sait rien, on verra plus tard. Mais c'est une question qu'il faut se poser. Et à l'heure actuelle, il y a peu de personnes qui se la posent, je trouve. Et c'est assez dommage, quoi. Pour rebondir sur le fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui se posent ces questions-là. Alors le Shift en particulier pas vraiment, mais il y a un groupe de pensée, un groupe de recherche qui est Sport 1.5 qui a réalisé un rapport. Justement, c'était il y a quelques mois et une tribune publique sur quelle devrait être. C'était une liste, il me semble, de 17 recommandations sur ce à quoi devraient ressembler les JO 2030. Et c'est une critique qui est souvent faite au milieu associatif, au groupe de pensée, de réagir un peu après coup. Ça a été beaucoup critiqué, notamment sur la Coupe du Monde au Qatar, où on disait non mais on s'est affolé de la catastrophe environnementale une fois que les stades ont été construits et climatisés. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la perspective beaucoup plus proche. Alors le problème aussi avec le Qatar, c'est que peut-être c'était un peu plus loin de chez nous et on s'en rendait moins compte. Mais là, on sait que ça va être dans nos Alpes et on a 7 ans 6 pour y réfléchir. Donc aujourd'hui, il y a des gens quand même qui se posent la question et il y a aussi des collectifs comme nos JO, donc non aux JO, quoi, des groupes d'activistes qui s'opposent et qui font émerger aussi la voix des citoyens et des citoyennes qui s'inquiètent de l'avenir de leur montagne, parce que c'est aussi ça dont il est question, parce que je suis aussi d'accord avec toi que c'est intéressant de défendre un modèle et tout ça, mais juste est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'avoir des pistes de saut à ski dans un monde à plus 3 ou plus 4 degrés? C'est aussi des questions qu'il va falloir se poser sur est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de sports qui sont désuets, qui demandent tout simplement trop d'investissement, trop d'infrastructures, trop d'argent tout simplement. Et aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de faire mes études à Grenoble. La piste de saut à ski qui donne sur la vue sur Grenoble, elle était très belle pour les JO de 68. Si je dis pas de bêtises, mais aujourd'hui elle est complètement inutilisée et inutilisable. Donc voilà, c'est des questions quand même qu'on va devoir se poser, et j'ai quand même l'impression malheureusement qu'on est dans une optique un peu différente où on veut toujours plus de sport olympique. C'est l'image de l'escalade, si je me trompe pas, du skateboard, du breakdance, tout ça, qui seront donc alors pas au JO cette année.
est-ce qu'on a vraiment besoin de développer plus de sport olympique? Et à l'inverse, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de se demander si, notamment pour les Jeux d'hiver qui sont d'un point de vue carbone beaucoup plus demandeurs en termes d'énergie, tout simplement de réduire, quoi. Et donc aujourd'hui, il va falloir faire des choix. On vit et on va vivre dans une économie toujours plus contrainte, et des patinoires qui consomment énormément d'énergie, des pistes de ski qui consomment énormément d'eau, parce que voilà, aujourd'hui, à échelle internationale, 90% des pistes, c'est avec de la neige artificielle, parce que pour assurer une équité, disons, la neige qui est utilisée sur les pistes aux Jeux Olympiques est quasiment tout le temps artificielle. Donc voilà, d'un point de vue de l'impact, l'impact est relativement faible. Par contre, dans les imaginaires, c'est quand même hyper important de se dire que, voilà, et ça a été le cas à Pékin, on arrive à faire des événements sportifs qui sont en fait 100% artificiels, quoi. Donc ça, c'est des questions que je pense, nous, en tant que citoyens, on va devoir aussi... c'est des questions auxquelles on va devoir se poser, puisque notre demande en termes de divertissement, si on allume notre télévision, c'est aussi parce que les fédérations, les États permettent le développement de ce genre de gros événements. Donc voilà, c'est un ensemble, et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on doit, en tant que citoyens et citoyennes, on ne doit pas ressentir la culpabilité 100% de la culpabilité de nos agissements, mais par contre, nos demandes en termes de divertissement ont un impact réel derrière sur l'économie, et notamment sur l'existence ou non de ces JO-là, quoi. Pauline, peut-être? Non, mais sur l'aspect sportif, moi je m'y connais pas trop, mais mais par contre, ce que je trouve dommage à chaque fois sur ces JO, c'est qu'on ne demande pas l'avis des gens qui vivent dans la zone. Que ce soit dans les Alpes ou à Paris, en fait, je pense que si on agissait un peu plus de manière démocratique, et si on demandait vraiment aux habitants ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir dans leur ville, etc., je pense qu'on verrait beaucoup plus la voix des personnes plus vulnérables, plus précaires, qui s'élèvent et qui disent en fait, nous, on ne va pas pouvoir payer le ticket de métro à 4 € pendant un mois, ça ne va pas être possible. Nous, on ne peut pas être viré de notre logement parce qu'en fait, c'est plus sympa pour le propriétaire de le louer à des Américains qui pourront payer 10 000 € la semaine. Il y a plein de choses comme ça, et dans les Alpes, c'est pareil. Dans les Alpes, ça va être pareil. Les Alpes, c'est un des principaux passages des personnes exilées qui arrivent en France, sur toute la frontière avec l'Italie notamment. C'est des gens qui sont déjà qui parcourent des sentiers et qui ont des parcours dans les Alpes qui sont très très compliqués, où déjà ils mettent leur vie en danger, etc. Toute présence policière supplémentaire et tout grand rassemblement va encore vulnérabiliser ces personnes si on fait rien pour ça. Et du coup, je pense que ce sera le même problème, et que si on demandait plus aux habitants, si on demandait plus aux gens qui vivaient, quelles sont vos contraintes, les contraintes du territoire, et comment on peut intégrer ces JO dans le contexte, ça changerait déjà beaucoup la donne, mais j'ai l'impression que ce n'est pas beaucoup fait. Voilà. Okay. En France, ouais, peut-être. Dans toutes les villes autant. Alexandre, vous voulez réagir? Enfin, Emilien aussi. C'est la différence justement avec la Suède et la Suisse, si je ne dis pas de bêtises, où justement il y a eu un référendum, et c'est en partie pour ça que la candidature a été refusée. Donc là, c'est en effet Laurent Wauquiez et Renaud, j'ai oublié son nom, Muselier, qui ont plus ou moins décidé dans leur coin de candidater au nom de leur région, alors que dans les faits, il n'y avait pas forcément de soutien de la part de toute la population. Et c'est vrai aussi, pour les JO de Paris 2024, l'approbation de la part de toute la société civile est en train de diminuer au fur et à mesure que les Jeux se rapprochent. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait 75% des Français et des Françaises qui étaient pour ces JO à l'été 2022. Il y a aujourd'hui un peu plus de 50%, donc il y a quasiment 20-25% des gens qui, au fur et à mesure, voyant les Jeux se rapprocher, qui en fait se désengagent de l'événement. Donc je pense que c'est quand même assez symbolique, et ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Ouais, juste pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit en termes de cette acceptabilité sociale finalement de l'événement, et de la question de la consultation démocratique, parce qu'elle est quand même un petit peu importante. Dans les candidatures, le CIO demande que le candidat fasse la démonstration que l'événement est voulu par la population.
Cette démonstration, elle est généralement faite à travers des sondages qui donnent des avis favorables entre 65 et 85-90%. Donc des scores poutiniens, quoi, si vous voulez, d'approbation. Or, quand on passe au vote, au référendum, on constate que systématiquement, en tout cas sur la dernière décennie, les référendums sont négatifs. Parfois de manière importante, c'est-à-dire à 60-65% des votants. Donc il y a deux hypothèses, soit tous les individus sont des girouettes, auquel cas voilà, soit en fait les sondages sont complètement bidons. Ce qui est plutôt le cas en fait, parce que quand on passe au référendum, d'un coup on parle du fond du projet, on parle du budget, on parle des conséquences. Il y a une politisation, alors pas au sens non noble du terme, il y a vraiment une approche politique des choses. Et ça, effectivement, on le constate dans un certain nombre de pays. Bon, la Suisse, les référendums, ça fait partie presque de l'identité politique du pays. Dans un certain nombre de pays nordiques, en Allemagne, de plus en plus, notamment depuis la réunification, en Hongrie ou dans un certain nombre de pays de l'Est, en fait, après la chute du mur et la dislocation de l'URSS et des républiques soviétiques, il y a eu beaucoup de dispositifs de démocratie par le bas qui, en fait, ont été mis en place. Or, en France, on fait face, là c'est l'enseignant en sciences politiques qui parle, mais on fait face à une verticalité du pouvoir qui est extrêmement forte. Et l'outil référendaire, il existe, mais il n'est absolument pas utilisé. C'est-à-dire qu'il y a un outil référendaire qui est prérogatif du président de la République, qui n'est plus utilisé depuis 2005 parce que on a peur des conséquences depuis le vote du non pour la Constitution européenne. Donc là, même si le président de la République en parle tous les matins d'un référendum, en général il ne va pas jusqu'au bout. On verra s'il le fait sur la Nouvelle-Calédonie. Et puis, vous avez des options de référendum local, mais elles sont non contraignantes pour les élus. Et surtout, ce sont les élus locaux qui, dans l'ensemble, contrôlent le processus. Il est très difficile pour des citoyens de faire advenir un référendum qui, de toute façon, ne serait pas contraignant. Et la dernière fois qu'on a fait un référendum local, c'est Notre-Dame-des-Landes. Donc, autant vous dire que ça a été un énorme succès. Donc voilà, il y a, au-delà des jeux et des grands événements sportifs, ça pose aussi des questions plus largement sur la participation politique, la démocratie et finalement un certain nombre de choses qui étaient aussi au cœur des revendications en 2018 des Gilets jaunes et qui peut-être n'étaient pas complètement illégitimes. Enfin, voilà. C'était... Merci beaucoup. Je rajoute juste un petit point de vue économique, c'est mon rôle. Mais comme l'exemple de la piste de saut à ski à côté de Grenoble, en fait, des Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes, ça empêche la reconversion de toutes les stations de ski des Alpes, enfin, en tout cas celles concernées. Actuellement, voilà, il y a de plus en plus de stations qui ne peuvent pas ouvrir et qui n'ont pas assez de neige. Et la neige artificielle, c'est de plus en plus compliqué aussi. Et de toute façon, ils épuisent l'eau pour en avoir. Donc il y a beaucoup de stations qui veulent se reconvertir donc dans le VTT ou autre activité. En fait, la perspective de 2030, ça veut dire qu'il y a plein de stations qui savent qu'ils vont devoir rester ouvertes jusqu'à 2030. Et même après 2030, va y avoir les infrastructures. Et ça fera comme la piste de saut à ski de 68, qui au final sera inutile et qui sera là dans le paysage. Et donc voilà, il faut être aussi conscient de cette perspective à long terme et de ce freinage pour une transition économique. Mais bon, assez parlé des problèmes. On a bien envie de vous entendre par rapport aux solutions que vous imaginez pour des JO plus vertueux, écologiquement, socialement. On vous écoute. Je vais aller assez vite. Il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Il faut réduire la taille de l'événement, déjà. Moins de spectateurs, moins de sport, moins d'infrastructures, moins d'athlètes, un peu moins de tout, quoi. Puisque là, on est encore très loin des objectifs. Même si il ne faut pas non plus complètement jeter la pierre. Paris 2024 a fait un certain nombre d'efforts, c'est indéniable, mais on est loin de ce qui est viable par rapport aux accords de Paris. Il y a des solutions qui sont proposées aussi, qui est de dire d'arrêter de faire cette rotation mondiale permanente et de choisir 1, 2, 3 villes qui accueilleraient à tour de rôle des Jeux, où en fait on rentabilise des infrastructures sportives et on arrête de réinventer la roue à chaque fois. Voilà, c'est ça essentiellement les deux gros leviers. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Emilia notamment. Je ne pense pas que ce soit les citoyens ou les associations qui aient le pouvoir là-dedans. Est-ce que des institutions qui aujourd'hui sont propriétaires de ce truc-là veulent vraiment le faire ou pas? Ça viendra essentiellement de là. Ouais, je suis complètement d'accord, c'est une volonté politique avant tout. On a l'impression que voilà, le parc d'hébergement est saturé complètement en Ile-de-France. C'est le cas pour les places qui sont disponibles, identifiées. Le vrai problème de ces personnes, c'est pas de les déplacer ou de
voilà, de les déplacer très très loin en France et que de toute manière ils reviendront les gens puisque c'est là où il y a le maillage associatif. Voilà, ce qui peut être une solution, c'est de leur trouver une solution temporaire puis pérenne pendant ces JO. Donc temporaire dans des lieux vacants qu'on va réquisitionner pendant 2-3 semaines. Les assos savent faire ça, hein. Médecins du Monde sait faire réquisitionner des lieux vacants, installer des l'eau potable, des douches, des sanitaires, et ensuite faire tourner ça avec des bénévoles et des salariés pendant 3 semaines. Ça on sait le faire. Et après réquisitionner du coup tous les lieux qui ont été construits pour les athlètes, pour créer des centres d'hébergement. Ça c'est clairement possible. On a identifié en Ile-de-France, il faut 20 000 places d'hébergement. C'est beaucoup moins que ce qu'on a créé pour tous les athlètes, toute la police, tous les CRS. Donc en fait, c'est possible. C'est possible et c'est juste une volonté politique. Moi, je pense que, je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. Je pense qu'au niveau des solutions, pour moi, il y a toujours un peu un point bloquant quand on parle d'écologie et d'économie. C'est l'indicateur de la performance des événements sportifs. Et pour les JO, en l'occurrence, c'est souvent les retombées économiques. Et pour moi, comme le PIB est un peu un indicateur qui devient obsolète à l'heure de la transition énergétique et de l'amenuisement des ressources, je pense que regarder le prisme des jeux uniquement sur les retombées économiques à l'heure actuelle, ce qui est souvent mis en valeur par les médias, est limitant et pas forcément désirable. Et c'est vrai que des jeux où on mettrait plus en avant les retombées sociales et les retombées sociétales, pour moi, c'est un début de solution. Pour qu'on arrête d'occulter plein de problèmes par regarder, on a ramené 2 points de PIB quelque part, quoi. Ouais, je comprends et je suis d'accord avec ce que tu dis, et ça va aussi avec l'idée de performance tout court, parce que donc je rembraye avec le discours sportif, mais en fait on a aussi atteint des limites d'un point de vue de sport et de ce qu'on pouvait permettre et ce que nos corps, disons, pouvaient permettre sur un certain nombre de sports. Et aujourd'hui il y a une compétition économique et politique. Non, c'est bon. Il y a une compétition sportive également, puisque M. Macron estimait qu'on n'avait pas ramené suffisamment de médailles au dernier JO et avait beaucoup d'espoir sur cela. Mais aujourd'hui, dans un monde contraint, il va aussi falloir peut-être accepter, et c'est encore une fois, nous, en tant que citoyens, notre demande en termes de divertissement qui va devoir évoluer, il va falloir accepter qu'on ne peut pas être performant dans tous les sports, et qu'aujourd'hui, être sportif ou sportif de haut niveau, c'est pas forcément aussi un métier d'avenir. Donc, je veux dire, c'est aussi des questions qui, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'ils sont complètement occultées parce qu'on a érigé les sportifs et les sportives comme des dieux et des déesses. Mais aujourd'hui, c'est, disons, encore ambitieux de vouloir croire qu'on va pouvoir produire autant de sportifs et de sportives ou des gens qui dédient 100% de leur temps à une activité qui en vrai n'apporte pas grand chose à la société, il faut le dire, alors qu'il y a des réalités économiques et sociales qui sont terribles. Donc voilà, je pense que c'est aussi intéressant juste de réfléchir à ces questions-là et de se dire que quand on va allumer notre télévision pour regarder la nouvelle épreuve de breakdance, tout ça, qu'est-ce qui se cache derrière, et est-ce qu'on a besoin à ce point de voir des gens qui courent toujours plus vite le 100 mètres ou n'importe quelle épreuve, hein. Mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant qu'on re-questionne ça, et ça va être dans des nouveaux indicateurs. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin de tout compter en médailles? Est-ce que l'avenir, donc pour parler de solutions, l'avenir de ces compétitions sportives, ça va pas être des compétitions plus inclusives, parler plus du sport non valide, et donc là les Jeux ont fait un effort, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut souligner pour le coup, pour mettre en avant les Jeux paralympiques, parce qu'il y a des réelles ambitions et des réels investissements qui ont été faits pour promouvoir les Jeux para. Mais voilà, je pense que c'est... Et du coup, ça va être aussi à nous d'être là à partir du 26 août et jusqu'au 8 septembre, de regarder aussi les Jeux para et de peut-être détourner notre vision de ce que doit être la performance et d'être seulement branché sur la finale du 100 mètres masculin. Voilà, je pense qu'il y a des manières aussi, nous,
en tant que citoyen et citoyenne de changer un peu ces manières de voir le sport et la performance, quoi. Ouais, je suis très d'accord avec ce que tu dis sur la partie performance, et pour rebondir dessus, pour moi la performance sportive d'un point de vue sport pro, c'est un peu la quintessence du néo-capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment tout mettre dans un individu pour qu'il sorte une performance de 1 centième supérieur au 100 mètres ou quelque chose comme ça. Et pour moi il y a une question qui reste la même, qui est quel est le but social du sport professionnel et du sport de haut niveau. Et je trouve que les prochains jeux sont aussi des bonnes opportunités de se questionner sur le but sociétal et le but social du sport de haut niveau et quelle est sa place. Et pour terminer sur la partie le monde va avoir des ressources qui s'amenuisent, il y a une vraie question sur le sport pro est apparu avec le pétrole. Et il faut aussi imaginer la résilience du sport professionnel face à la fin des énergies fossiles, qui arrivera à un moment, parce que c'est une ressource finie, que ce soit dans 10 ou dans 50 ans, et pas forcément le sujet là, mais de comment est-ce qu'on réinvente le sport pour qu'il ne soit pas dépendant des énergies fossiles tel qu'il l'est aujourd'hui. Et ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Et je pense que les Alpes 2030 sont aussi un moment pour y réfléchir, quoi. Vas-y. Je ne veux pas accaparer la parole, hein, mais justement, pour faire du sport sans pétrole, ça veut donc dire réduire les déplacements, et donc ça va aller dans une idée de solution. Ce qui est aujourd'hui 99% des gens qui vont regarder ces Jeux Olympiques, c'est à travers une télévision, et leur impact environnemental, leur impact carbone en particulier, sera plus faible que celles et ceux qui ont la chance, le privilège de pouvoir se déplacer en France. Aujourd'hui, est-ce que, en tant qu'organisation, on va pouvoir accepter également des événements où il n'y a pas de spectateurs? En fait, c'est l'avenir à très court terme, ça va peut-être être ça aussi. Et donc j'ai pas envie de passer pour le relou en disant il faut absolument qu'il y ait plus de, il faut faire vivre ces stades, mais est-ce qu'on permettrait pas à celles et ceux qui vivent en région parisienne déjà d'accéder au Stade de France, et est-ce qu'on n'essaierait pas de promouvoir le fait de se rassembler derrière une compétition sportive, derrière des fan zones notamment, qui permettraient de vivre la compétition, même si elle se passe à Paris, de pouvoir vivre la compétition à Sydney ou ailleurs, mais sans avoir à se déplacer. Ça, d'un point de vue carbone, très concrètement, et c'est ce qu'on a vu dans le rapport du Shift au début, c'est ce qui va être très efficace à très court terme, et si on y met la volonté politique, c'est faisable. Donc c'est une des pistes de solution. Derrière, est-ce qu'on va vouloir le faire, je ne sais pas. Et après, de toute façon, il va falloir aussi accepter qu'à moyen ou long terme, ces événements diminuent, voire disparaissent. Je veux dire, ça fait seulement un siècle que les Jeux Olympiques modernes existent dans l'état actuel dans lequel on les connaît. Et voilà, on a vécu sans également, et on ne vivait pas plus mal quand les Jeux n'existaient pas finalement. Oui, et pour rappel, les Jeux Olympiques de Tokyo se sont faits sans spectateurs. C'était en 2000. Enfin, ils devaient avoir lieu en 2020, c'était décalé en 2021. Au final, il n'y avait pas ou peu de spectateurs, mis à part les journalistes. Donc c'est quelque chose qui a été faisable. Et du coup, de fait, l'impact carbone a été largement réduit par le non-déplacement des spectateurs. Bon, les infrastructures avaient été construites pour, donc il y a toujours cette partie-là, mais en tout cas, c'est faisable, ça a été fait et ça a porté ses fruits. Et pour rebondir sur ce que tu disais au niveau des solutions, il y a aussi une question de relocaliser, en fait, de réorganiser les processus de qualification, et en fait de réorganiser des compétitions qui soient régionales entre pays qui soient frontaliers, pour que les déplacements des sportifs à long terme soient minimes, et ensuite de couper le monde de proche en proche, et ensuite de faire moins ou peu de manifestations, mais en fait de réinventer la manière dont on se réunit pour les finales et compagnie. Et en fait, rien n'empêche de faire des poules en Amérique du Sud pour le foot et une poule européenne, et en fait il n'y a que les finalistes qui se déplacent. Et en fait ça permet de relocaliser les spectateurs, mais ça permet aussi d'éviter aux équipes des déplacements qui sont pas du tout, entre guillemets, nécessaires de temps en temps. Quand il y a un Argentine-Brésil au foot qui se passe en France, techniquement, il pourrait tout à fait aller, se passer en Amérique du Sud et ce serait pas problématique, quoi.
Merci. Et peut-être pour conclure sur cette partie des événements, enfin de la réinvention justement de ces événements sportifs, peut-être que pour finir un peu sur une note positive, c'est intéressant aussi de souligner qu'il y a des choses qui se font, et notamment si on parlait tout à l'heure des sports d'hiver et des sports d'outdoor de manière générale, on voit que par exemple dans les sports de montagne et des sports d'hiver, il y a tout un collectif et tout un engrenage qui est en train de se lancer pour essayer de réinventer justement tout ça, pour essayer de dire que aujourd'hui la performance en montagne, c'est plus forcément faire la plus belle ligne 365 jours dans l'année, mais peut-être que justement en fait c'est un tout, c'est essayer aussi de prendre en compte le déplacement. Du coup on voit beaucoup de sportifs de haut niveau en montagne qui essayent justement de vendre ces nouvelles imaginaires, à savoir se déplacer, prendre son vélo sur ses skis, faire beaucoup plus d'approches en marchant potentiellement et s'adapter beaucoup plus aux conditions environnementales. Donc ça veut dire pas anticiper un mois avant, je vais y aller tel jour, faire telle phase, telle ligne, mais plutôt dire bah ok, bah là j'ai un mois de fenêtre, et j'attends, et si la fenêtre se présente pas, bah tant pis. Mais c'est un ensemble qui va avec, et du coup voilà, les imaginaires sont en train de se réinventer, et du coup pas mal de choses sont en train d'être faites. Et du coup j'ai pris les sports d'outdoor, mais j'imagine que c'est un peu commun à tous les sports, où des niches essayent un peu de transformer tout ça, et voilà, il y a pas mal d'associations comme Protector Winter, des associations comme ça, qui travaillent justement sur ces sujets-là, de réinventer un peu les imaginaires de comment pratiquer le sport de haut niveau. Eh bien, il est 20h05, on va pouvoir passer aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et je vais faire passer le micro. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Alors c'est vrai qu'on a bien balayé le sujet, on a traité de beaucoup d'aspects. Vous avez été trop parfait, je crois, trop précis et trop clair. Ah si, une question. Merci. Non, mais moi j'en ai plein, mais je vais essayer de me retenir. Non, merci à tous les intervenants. J'ai quelques, je vais me concentrer sur trois remarques, questions. Déjà essentiellement sur le rapport du shift, que j'avais déjà eu l'occasion de voir, mais je suis toujours moi un peu perplexe sur certaines façons de présenter les chiffres. Qui sont indiscutables en eux-mêmes, mais c'est plutôt la façon de les interpréter. Je me méfie des pourcentages. Cette barre absolument gigantesque du transport, c'est indiscutable, mais du coup l'effet que ça donne je pense sur le spectateur lambda, c'est de se dire ah ben d'accord, donc en fait tout le reste c'est pas un problème. Donc je trouve qu'il y a déjà ce biais-là qui peut être un peu désengageant sur tous les autres sujets. Et je pense qu'il y a quand même un biais, puisqu'on est sur un rapport intermédiaire, on est sur les stades. Effectivement, a priori, sauf au Qatar, on ne climatise pas, on ne chauffe pas les stades. Mais du coup, j'ai une question sur, mais est-ce que, j'ai entendu beaucoup parler sur le fait qu'on a beaucoup d'installations vétustes en France, notamment les gymnases, qui sont des passoires thermiques. Donc je pense qu'on ne fait pas que du sport en extérieur. Donc je pense que c'est un élément qui va venir dans les rapports suivants. Mais donc voilà, peut-être un petit bémol ou un petit warning à mettre sur ces premières conclusions qui semblent un peu désengager toute la problématique énergétique pure au-delà du transport. Donc ça c'est ma première remarque. Et la deuxième, c'est quand on dit, donc oui c'est les spectateurs et puis les équipes en eux-mêmes, effectivement c'est peanuts en soi puisqu'ils sont que a priori 10, 12, 15 sur un terrain, bon évidemment. Mais on met de côté, on parlait d'imaginaire, l'influence énorme des sportifs en fait. Le sport c'est fédérateur, j'ai plus les chiffres, mais dans le top des influenceurs, il n'y a quasiment que des sportifs, il y en a beaucoup. Et donc voilà, je sais c'est pas le rôle du shift d'apporter cet élément-là qui est plus qualitatif que quantitatif. Mais je pense que voilà, de voir un sportif de haut niveau qui est payé des millions venir au stade en vélo, j'en sais rien, je pense que ça a un impact démesurément plus grand que de se dire voilà, il faut vider le stade de spectateurs et il faut leur taper dessus parce qu'ils n'ont pas eu le choix de venir autrement qu'en voiture. Voilà. Alors du coup, pour la partie... les chiffres qu'on a présentés, c'est un rapport intermédiaire. Et en fait, ce que j'ai pas pu vous présenter parce que c'est pas finalisé, c'est toute la partie qui va être levier d'action. Et en fait, sur la partie levier d'action, ce qu'on va constater, c'est que les leviers sont beaucoup plus axés sur de l'organisation. Donc, essayer d'avoir plus de spectateurs locaux, essayer d'avoir des rencontres qui sont plus, avec des villes extérieures qui sont plus proches les unes des autres, ce genre de choses. Et donc, même si le chiffre, je suis d'accord avec vous, donne ce biais, le transport c'est ça et ensuite on s'en fout. En fait, ce qu'on voit, c'est que très rapidement,
le transport, même si on dit bon bah on arrive à faire que du local, le reste de l'empreinte carbone du stade reste trop importante par rapport aux objectifs des accords de Paris. Donc ça, je pense que c'est un biais qu'on a sur la présentation des chiffres du rapport intermédiaire, et je suis tout à fait d'accord, mais qui va être, j'espère, corrigé sur la manière dont on va présenter les leviers début juillet. Voilà, donc c'est bien ça. Donc si on règle le problème, on a encore un problème. On a toujours un problème. Voilà, c'est bien. Donc c'est cette conclusion-là qui manquait, je pense. C'est toujours ça. C'est vrai que je ne suis pas présenté, mais oui, si on règle le transport, on a toujours un problème. Sur la partie passoire thermique, énergie et compagnie des infrastructures, ce rapport-là ne présente que les stades, donc ne présente pas les lieux d'entraînement, ne présente pas les clubs amateurs. C'est un rapport qu'on est en train de coécrire et qui va être présenté en rapport intermédiaire début juillet aussi, et donc qui va montrer aussi que le quotidien du sport a aussi une part très importante dans l'empreinte carbone générale du sport, par exemple du foot, où il y a plus d'1 million de licenciés et donc énormément d'infrastructures qui vont avec. Et enfin, sur la partie, donc tout à fait d'accord qu'il y a un vrai point sur ces infrastructures énergétiques et que il y a une vraie question là-dessus. Donc là, on va faire le rapport intermédiaire et ensuite on parlera de la partie levier en 2024 qu'il faut étudier. Si jamais vous avez des acteurs à nous présenter, on est toujours preneur pour travailler avec eux. Et sur la partie les sportifs et leur influence, c'est ce qui a motivé en premier lieu le rapport sur le sport professionnel, c'est de se dire que si Mbappé demain matin va sur une chaîne YouTube de je sais pas qui et nous dit bah ça c'est mon empreinte carbone, comment est-ce que je la passe à 2 tonnes, l'impact il est démesuré, et de manière générale je crois que c'est 40% des comptes les plus influents sur Instagram sont des comptes de sportifs. Donc il y a une influence du sport, il y a les valeurs, et c'est pour ça qu'on a voulu attaquer avec le Shift ce sujet-là, parce que le sport c'est le quotidien des gens et ça c'est hyper large et c'est extrêmement pratique pour parler de climat là-dessus. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai essayé de le mettre un petit peu en avant. Il y a la question des spectateurs, les infrastructures et tout, mais il y a toujours ces 25 sportifs pour des matchs de foot ou de rugby qui se déplacent pour les matchs et qui en fait véhicule un imaginaire qui n'est plus accessible, qui ne sera pas accessible à tout le monde et qui va devoir changer avec le temps si on veut un monde bas carbone. Et donc ça, c'est aussi, je pense, c'est aussi une partie des leviers de montrer un petit peu quel pourrait être le nouveau quotidien d'un sportif. Et je trouve que ça va beaucoup avec ce que tu disais sur un peu quelles sont les nouvelles valeurs du sport qu'on veut mettre en avant. Est-ce qu'il faut juste être dans la performance? Est-ce qu'on veut réinventer la notion de performance sportive? Parce que tout ce qu'on a mis autour, donc là je parle juste de mon avis personnel, ça n'engage pas du tout le Shift, mais tout ce qu'on a mis autour d'un sportif pour le pousser à ce niveau de performance, cet imaginaire-là, il est plus bas carbone, et donc il n'est pas bas carbone, et donc il va falloir le réinventer, et donc potentiellement réinventer une performance avec. Donc je pense que c'est un peu ça le truc, et je suis d'accord avec vous sur le côté de, il y a une question de justice entre guillemets qui vient derrière aussi, de pourquoi est-ce qu'un sportif pourrait faire 4 fois le tour du monde pour 3 compétitions dans l'année, mais moi on me dit qu'il faut que je me déplace en voiture et en petit véhicule électrique qui a une autonomie de 150 km, quoi. En ce qui concerne les infrastructures du quotidien, on va dire les infrastructures sportives, il y a un certain nombre d'enveloppes qui ont été débloquées ces dernières années quand même par différentes institutions. Il y a des fonds européens, des fonds régionaux, l'Agence nationale du sport, il y a 500 millions qui ont été promis par le ministère. Alors est-ce que ça va passer les coupes budgétaires à venir? Je ne sais pas. Mais il y a pas mal de dispositifs différents qui aujourd'hui peuvent permettre à certaines collectivités d'engager des premiers travaux, sachant que alors je ne sais plus, les chiffres sont sur le site du ministère des Sports, mais on a effectivement, je crois, plus de la moitié des infrastructures qui ont plus de 30 ans aujourd'hui en France, donc c'est effectivement un enjeu. Il y a des choses qui sont faites dans une thématique plus globale, qui est celle de la rénovation énergétique des bâtiments publics, puisque c'est essentiellement des bâtiments publics. Mais ça pose aussi une autre question, qui est celle du financement des collectivités locales. Et là, par contre, c'est encore un autre énorme enjeu, puisque les communes, ça représente, je ne sais plus, 75-80% des infrastructures sportives. Il y en a encore 5 ou 10% qui sont départements-régions et un minimum au niveau de l'État. Donc en fait, la charge pèse sur les collectivités locales. Donc voilà. Là, on rentre aussi dans d'autres enjeux un peu plus larges. Après, en ce qui concerne l'influence des sportifs, très rapidement, je ne pense pas qu'il faille attendre grand-chose, notamment dans le milieu du foot. Enfin, je veux dire, la Ligue 1 est perfusée au Qatar. On sait bien que les pétromonarchies investissent énormément là-dedans. La plupart des sponsors, je veux dire, le système économique est fait d'une telle façon que, même s'il le voulait, il est difficile pour des sportifs de prendre la parole ou des engagements fermes. Enfin, je veux dire, c'est un peu mordre la main qui les nourrit, quoi. Donc, il me semble qu'il y a un peu une quadrature du cercle. Je ne dis pas que c'est bien et qu'il faut s'en satisfaire, mais ça me paraît compliqué.
Et il ne faut pas oublier, et ça Emilien l'a évoqué tout à l'heure, toute la masse des sportifs de haut niveau qui sont des ouvriers du sport, quoi, qui sont des précaires. Et là, ils peuvent évidemment s'engager et tout, mais c'est coûteux au niveau professionnel, au niveau social. Dans les grandes compétitions comme les JO, il faut rappeler quand même que la liberté d'expression est restreinte pour les athlètes. Il y a dans la charte olympique, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas simple de se reposer sur les sportifs, même si peut-être que ça pourrait être des vecteurs. Mais je ne suis pas surpris qu'il le soit peu, en tout cas pour l'instant, quoi. Il y a 2-3 contre-exemples, hein, si on veut parler de l'influence. Aujourd'hui, il y a Kylian Jornet qui a une influence... il est suivi par plus d'1 million de personnes sur Instagram, ça donne l'ordre de grandeur, et qui a décidé de se désengager d'un certain nombre de courses. Donc il a décidé de ne plus prendre l'avion. Il publie son bilan carbone chaque année, et son bilan carbone est inférieur à 8 tonnes. Je pense qu'il est entre 6,5 et 7,5 tonnes, ce qui pour un athlète de haut niveau est plus que remarquable. Il a créé une fondation. Il fait un certain nombre de podcasts sur le sujet, donc je veux dire, c'est possible de s'engager sur le sujet, mais il faut avoir le niveau de Kylian Jornet et je veux dire le backup et l'histoire qu'il a. Aujourd'hui, franchement, même un certain nombre des Français et des Françaises d'athlétisme qu'on va voir pendant 5 secondes sur nos télévisions cet été vont très, très probablement disparaître de notre champ de vision directement après, et pour beaucoup il va falloir pour certains aller retravailler, et donc ils peuvent évidemment pas se permettre de dire bon bah moi j'arrête de prendre l'avion parce que c'est ce qui les fait vivre, quoi. Et aujourd'hui il y a un exemple, c'est celui de Pierre-Ambroise Boss qui a été champion du monde en 2017 ou 2018 sur 400 mètres, et il a décidé d'arrêter après les JO la compétition, et ça fait quand même un moment qu'il a lancé son engagement. Donc il a créé une association, une course pour parler de ces enjeux-là, et aujourd'hui il se sert de la notoriété qu'il a pu gagner par le passé pour rebondir, mais en fait malheureusement c'est des gens qui arrêtent leur carrière, et aujourd'hui toutes celles et ceux, notamment dans le milieu du ski, qui critiquent la candidature pour les Alpes 2030, c'est des gens qui en fait sont en retraite désormais. Il y a l'exemple d'Alexis Pinturo qui a été très très critique vis-à-vis des Jeux de Pékin, Jeux d'hiver à Pékin, et qui disait et à juste titre, une aberration de construire des pistes 100%, de manière 100% artificielle, mais pour les Alpes 2030, il ne peut pas se permettre de critiquer, en fait, parce que c'est son pays, c'est les montagnes qui l'ont vu grandir, disons. Donc voilà, en fait c'est très difficile, et malheureusement en fait je pense qu'on peut pas remettre la responsabilité 100% sur le dos des sportifs et des sportives. Donc la solution je l'ai pas non plus, mais voilà, c'est compliqué, quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question concernant, vous avez parlé pour Paris 2024 de la baisse de popularité des JO auprès de l'opinion publique, qui arrive un peu trop tardivement peut-être pour être un levier. Est-ce que vous pensez que pour les Alpes 2030, il y a peut-être une chose à faire au niveau associatif ou du collectif Revers de la Médaille ou autre, pour sensibiliser les personnes de la région, des régions Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes qui vont être concernées directement, mais aussi en fait les citoyens français qui se rendent compte du coût que ça va avoir, et peut-être que ça pourrait être un levier pour faire un peu pression, puisque je pense qu'on peut toujours attendre un référendum, mais on l'aura pas. Est-ce que vous pensez que c'est un levier qui est activable à temps ? Sur le principe, oui, ce serait chouette. Après c'est toute la complexité. Je sais que certaines personnes du Revers de la Médaille sont en contact avec des collectifs dans les Alpes qui ont peur, notamment pour les personnes en situation de précarité qui sont là-bas. Après, de manière générale, quand on crée des initiatives comme ça, c'est toujours compliqué d'embarquer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu concernés, mais pas de là à être militants et vraiment d'affirmer leur position, d'aller en manif, etc. Du coup, sur le principe, moi quand je passe du Revers de la Médaille autour de moi, tout le monde est d'accord avec moi. Mais sur le principe, les gens qui font vraiment quelque chose pour concrètement, il y en a très peu. Et du coup, sur le principe, ce serait super chouette. Mais je pense qu'on n'a pas encore atteint le niveau de ras-le-bol général ou alors ça aurait pu être les Gilets jaunes il y a quelques années, mais
on n'a pas atteint le niveau de ras-le-bol général qui va mobiliser des foules contre les JO. Enfin, c'est mon avis. Mais... Et juste pour compléter pour les JO 2030, je me permets, il y a déjà pas mal de voix qui se sont levées, notamment d'entreprises et de collectifs et d'associations de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sauf que malheureusement, directement le lendemain, tous les votes des budgets de la région et des départements ont été coupés du jour au lendemain. Et il y a de la pression qui sont mise sur eux de par la voix qu'ils ont. Ils n'étaient pas anti-JO, ils essayaient juste d'appeler à justement faire les JO de manière un peu plus réfléchi sur ces sujets-là et ne pas y aller tête baissée justement sans trop de plans. On va construire à tout va, etc. On va skier sur la neige artificielle. Eux, leur message, c'était justement un message qui était très soft, de dire bah, nous, aujourd'hui, on est d'accord faire des JO, mais il faut qu'ils soient bien faits. Et ils ont des coups de pression sur ces entreprises et sur ces associations, malheureusement. Je chope la balle au bon, vite fait. Mais bon, alors déjà sur l'opinion publique par rapport à Paris 2024, je mettrais quand même un bémol parce qu'effectivement les sondages, alors bon, je dis ce que je pensais des sondages, hein, je ne vais pas les défendre maintenant, mais effectivement n'étaient pas très bons depuis un an à peu près. Mais souvent, à partir du début de la flamme olympique et plus on arrive vers les Jeux, ce qu'on a vu sur d'autres jeux où il y avait du scepticisme aussi, hein, je veux dire les Anglais, Londres, ils n'étaient pas Yahoo, trop bien. Mais ça a tendance à grimper au fur et à mesure que l'événement arrive justement. Et juste après l'événement, c'est là que la hype est un peu au max en se disant ah, finalement c'était pas mal quoi. Donc bon, déjà pour Paris 2024, je pense pas qu'il y ait une baisse si forte que ça, enfin à voir quoi. Et ensuite par rapport à ce qui a été dit, le problème en plus c'est que justement il y a Paris 2024 en fait. C'est-à-dire que vous avez un énorme truc qui invisibilise complètement le fait qu'il va y avoir des JO en 2030. Et alors là, au doigt mouillé, mais si vous demandez autour de vous, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui soit au courant, qui vont voilà, peut-être se réveiller au mois de septembre. Ah putain ouais, on a les jeux, d'accord. Ok, bah ok. Donc il y a quand même un peu on va dire ce problème-là, cette saturation médiatique si vous voulez, qui va aussi en plus là avec un catéchisme olympique qui est, enfin je veux dire qui est complètement débridé parce que bah, pour les médias ça fait du clic, ça fait des heures de vue, etc. Donc développer un discours critique qui a accès à la sphère médiatique. C'est compliqué. Il y a des voix qui s'élèvent, effectivement, et il y en a toujours, hein, il y en avait aussi pour la candidature de Paris 2024. Mais comment est-ce que vous obtenez des relais politiques, des relais médiatiques? C'est compliqué. Et là, c'est d'autant plus compliqué que vous avez un adversaire qui refuse le combat, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas une candidature structurée, machin. Il y a en plus des arguments qui sont assez forts et pas complètement faux. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'infrastructure à construire, dans le sens où les Jeux d'Albertville ont eu lieu en 92, donc ils vont réutiliser beaucoup de choses. Donc à part deux, trois détails, c'est vrai qu'il y a certains points sur lesquels c'est un peu difficile d'attaquer. Donc il y a plein de paramètres qui font que c'est un peu prêché dans le désert, quoi. Bon voilà, je sais que je suis un peu l'oiseau de mauvais augure à chaque fois, mais je pense que c'est très compliqué pour les gens qui sont mobilisés sur place. Et voilà, comme le disait Pauline, tout le monde est d'accord, c'est pas terrible, mais de là à aller faire des manifs géantes entre Albertville, Grenoble et Nice, bon, surtout Nice, j'y crois pas trop, quoi. Voilà. Donc, et effectivement, Laurent Wauquiez est pas le plus, enfin voilà, une poigne de fer, quoi, dans un gant qui est pas de velours. J'ai peut-être une petite mini-question, parce qu'il y a quelque chose qui m'est revenu en tête, et peut-être que Pauline, tu vas pouvoir nous éclairer. De mémoire, il y avait l'association Utopia 56 qui proposait de prêter son appart pendant quelques semaines, un certain temps. Il y a une sorte de plateforme qui a été créée. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ou est-ce que tu en sais plus ou pas? C'est une des assos qui propose de l'hébergement citoyen, en effet. Utopia 56, du coup, c'est une asso qui milite pour le droit à l'hébergement des familles à la rue, en situation d'exil. Parce que, bon, du coup, je pense que le grand public ne le sait pas forcément, mais il y a quasiment 3000 personnes à la rue à Paris, même plus. C'est à peu près 16% de plus que l'année dernière. Donc là, on est vraiment dans une phase critique et ça représente à peu près 900 enfants, dont 300 de moins de 3 ans. Donc c'est un fait, les gens sont à la rue, les gens n'ont pas de solution avec le 115. Et du coup, Utopia a créé le 115 des particuliers, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et donc tous les soirs, à haute place de l'hôtel de ville, donc juste derrière le bâtiment là, d'ailleurs ils sont encore là-bas je pense si on sort, il y a un certain nombre de personnes avec enfants qui viennent
rencontrer les bénévoles d'Utopia 56 et chercher avec eux un moyen d'hébergement d'urgence pour la nuit. Et donc c'est pas un hébergement d'urgence qui est proposé par l'État, c'est proposé par des particuliers. Donc si vous avez c'est des gens qui ont une chambre libre dans leur maison, dans leur appart, et qui sont OK pour accueillir, en fonction de certains critères, des personnes pour la nuit. Et ensuite se rebelote le lendemain, mais au moins ça permet dans les nuits les plus froides d'avoir une solution pour ces personnes. Et donc voilà, c'est encadré par l'asso. Les bénévoles accompagnent les familles dans les hébergements, les installent et ensuite repartent. Et voilà, donc c'est pas la seule asso qui fait ça. Il y a aussi Singa qui fait ça sur du plus long terme. Ça peut être une semaine, ça peut être 6 mois. C'est accueillir des personnes en situation de rue qui travaillent, dont les enfants sont scolarisés, mais qui vivent à la rue. Et ce, de manière désintéressée et avec la caution de l'asso derrière. Parfait, merci. Et du coup, voilà, s'il y en a qui ont une chambre ou qui partent en vacances 1 ou 2 semaines et qui veulent prêter leur appart, du coup, c'est quelque chose de possible. Une dernière question. Super. Bonsoir, merci pour vos éclairages. J'ai une petite question pour Pauline. Vous disiez que le revers de la médaille avait fait des préconisations à Paris 2024 et je me demandais si sur le plan de la précarité alimentaire, notamment, elles avaient été écoutées, puisque je crois que Paris 2024 travaille avec les Restos du Cœur, les banques alimentaires et le chaînon manquant pour la collecte des invendus alimentaires. Oui, en effet. Alors du coup, la grande nouveauté des JO, c'était comment on gère les invendus sur les sites olympiques et les zones de festivité. Donc du coup, ils ont décidé de donner gratuitement tous les invendus des sites. Donc ça peut être du snacking, des lunchbox, des sandwichs, mais aussi des bacs gastro, des bacs gastronomes, donc des repas en bac inox, aux associations. Et donc ils ont conventionné sur la partie snacking 3 associations, les Restos du Cœur, le Chaînon Manquant et la Banque Alimentaire. Sur la partie bac gastro, nous, la Chorba, on a été sollicités, mais c'est très compliqué de récupérer des bacs gastro qui ont déjà été réchauffés 2 fois et donc les normes sanitaires nous interdisent de les réchauffer une 3e fois. Donc voilà, très compliqué à récupérer. Et alors ça a été un énorme coup de com', du coup de mon point de vue et du point de vue de toutes les assos du revers de la médaille, puisqu'en fait, récupérer des invendus, c'est un métier. Ça demande une logistique en termes de camions frigo, en termes de chauffeurs. Il fallait aussi avoir son propre matériel, ses propres caisses, ses propres bacs gastro pour aller chercher. Donc ce qui fait qu'ils se sont retrouvés avec seulement 3 assos, dont c'est le métier de base, qui étaient capables de faire ça. Donc voilà, ils ont été conventionnés sans aucun budget supplémentaire pour pouvoir faire ça. Donc ça repose uniquement sur des bénévoles qui doivent travailler en heure de nuit, puisque à partir de 9h du matin, il n'est plus possible de rentrer sur les sites de festivités et ce ne sera pas possible d'y re-rentrer avant minuit. Donc entre minuit et 9h du matin, c'est possible pour les associations d'aller récupérer les invendus gracieusement. Mais voilà. Donc c'est voilà. Donc moi, personnellement, je suis allée avec le revers de la médaille voir le COJO sur ces questions-là. Du coup, en leur disant c'est très gentil, merci. Nous, on travaille de manière générale en luttant contre le gaspillage alimentaire. On revalorise des denrées que les supermarchés nous donnent, mais on a une logistique bien huilée depuis 25 ans pour ça, et ensuite on les retransforme pour donner à des personnes en situation de précarité. Donc sur la base du truc, on était OK, simplement ça ne se fait pas sans logistique supplémentaire. On parle de 70 ou je ne sais plus combien sites olympiques dans toute l'Île-de-France, avec des restrictions de circulation énormissimes, où il faut parfois s'arrêter, monter un laissez-passer, ouvrir le camion, tout vider pour qu'il regarde s'il n'y a pas une bombe à l'intérieur, et ça, faire ça 50 fois dans la journée. Donc c'est clairement infaisable pour une seule et même asso, et même pour 3, c'est très compliqué. Mais en plus, sans budget supplémentaire, sans rémunérer les chauffeurs salariés en heure de nuit, sans camion frigo supplémentaire, c'est complètement infaisable. Donc voilà, pour nous, ça a été un énorme coup de com' de la part du COJO. Et surtout que le budget qu'on leur avait proposé pour mener à bien cette action, il est vraiment ridicule par rapport au budget d'organisation générale. Donc voilà, aujourd'hui il y a de plus en plus de traiteurs dans l'événementiel qui prennent en compte ces coûts dans l'anti-gaspi, quand ils proposent de l'anti-gaspi. Que le COJO ne l'ait pas fait, je pense que c'est quand même un gros manque d'anticipation et un manque de clairvoyance sur comment ça se passe. Pourtant, c'est pas faute de les avoir alertés dès le démarrage, parce que du coup, ce conventionnement, il arrive après des mois de discussion. Donc on leur avait bien tous dit depuis le début, ça va nous coûter plus cher de faire ça, et on veut bien le faire parce que ça vous aide, mais parce qu'eux aussi, du coup, paieront pas les amendes de jeter toutes les denrées.
Mais en fait, voilà, les assos, on n'est pas la poubelle des jeux. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière personne qui veut prendre la parole? Non, ça n'a pas l'air. Je vous propose de conclure si ça vous va tous. Enfin, donc voilà, donc merci à tous d'être venus ce soir. La table ronde sera revisionnée si jamais vous avez oublié quelques points sur la chaîne YouTube de l'Académie du Climat. Je vous invite également à suivre, si vous le souhaitez, les différentes associations et autres qui étaient représentées ce soir. Donc à commencer par l'Institut Veblen, que je représente, qui a une newsletter par mail, mais qui est aussi actif sur LinkedIn et Twitter. Le Réveil écologique aussi, qui est également sur Instagram. Et je pense à tous les autres collectifs, donc les climato-sportifs. Suivez Sport Sobre, du coup. Désabonnez-vous de Thibaut InShape et suivez Sport Sobre à la place. Le collectif La Chorba, le Revers de la Médaille, et puis le Shift Project pour tous les nombreux rapports qui sortent sur le sport, et pas seulement. Et merci à vous tous d'être venus ce soir, et à Malo d'avoir co-animé cette table ronde avec moi. Voilà, merci.